Au pas du jour, Bon pied ma journée. aimables téléspectateurs, c'est pour vous dire simplement que soyez les bienvenus dans votre tranche animation matinale au pas du jour. Et là, j'aimerais bien dire au pas du jour. De bon pied ma journée. Votre surprise, elle est là et c'est Monsieur Asie Dominique de Marseille, une fois de plus, encore dans cette émission au pas du jour. Bonjour Monsieur Asie. Bonjour. Comment vous allez? Ben, ça va bien. Vous avez passé encore beaucoup de mois sans pouvoir passer sur ce plateau d'au pas du jour. Ben, c'est votre invitation. Quand vous invitez, ben, j'arrive. Je suis au service de la République, journaliste à la télévision. Quand on a un thème dans n'importe quel centre d'animation, ben, je suis là, que ce soit dans Matin Bonheur, dans Bonjour le Congo, dans Pas du Jour, dans Studio 210, ben, je suis là et on échange, puisqu'il y a des thèmes qui nécessitent parfois un certain éclairage et puis notre métier du journal nous amène à fouiller partout et puis à répondre aux demandes des téléspectateurs et puis des temps d'animation comme la vôtre. Voilà. Alors, vous aurez face à vous certainement Mabika, parce qu'aujourd'hui, lui également, il va nous répondre comme vous. Voilà pourquoi j'ai donc décidé ainsi que la réalisation de vous mettre donc en face. Et pour cela, à Montréal, aujourd'hui, nous allons donc vous parler de l'impact de la société civile et des médias occidentaux sur la politique africaine. Et j'espère que vous avez noté, Montréal va notifier cela tout à l'heure au bas de vos écrans afin que vous soyez donc à la page. Alors, Monsieur Asie Dominique de Marseille, nous allons commencer par planter notre décor. Nous parlons là de l'impact de la société civile et des médias occidentaux sur la politique africaine. Alors, dites-nous déjà pour l'entrée du jour, c'est quoi la société civile? Bon, face à la société politique, à la société administrative, à la société culturelle, l'homme veut protéger l'homme. Et ainsi, pour protéger l'homme, on a instauré ce qu'on appelle le droit de l'homme. Aujourd'hui, c'est plus large, on dit le droit humanitaire. Et la société civile, c'est cette société, c'est ce groupe d'individus qui se donnent pour mission de défendre l'homme. H majuscule, l'homme. Donc, ils se donnent une mission, ce groupe d'individus, une mission arc-en-ciel, parce que l'homme est arc-en-ciel. L'homme est noir, l'homme est blanc, l'homme est jaune, l'homme est rouge. Et c'est cette arc-en-cialité qui conduit à cette multicolorisation de l'homme. Du coup, on peut dire l'homme n'a pas de couleur. Donc, cette monocolorisation sur une couleur ou cette incolorisation dont pas de couleur fasse que l'homme égale à l'homme, soit-il de l'opposition ou du pouvoir. Il y a des hommes qui se sont donnés pour mission de défendre l'homme sur la planète. Ils défendent l'homme contre, je vous ai répété, les pouvoirs publics, ça peut être l'armée, ça peut être la police, ça peut être le pouvoir administratif, ça peut être le pouvoir politique. Donc, face à ces pouvoirs-là, l'homme doit être défendu. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, ce sont des droits de l'homiste, ceux qui défendent l'homme. Voilà, c'est ce qu'on appelle société civile. Mabika de même? Oui, je suis d'accord avec mon cher Ané Asie Dominique de Marseille, juste pour ajouter que, comme il vient de le dire, la société civile, c'est l'ensemble des personnes qui se sont regroupées. Ça peut être une association, ça peut être une organisation non gouvernementale, mais qui ont une certaine autonomie fonctionnelle et budgétaire, c'est-à-dire vis-à-vis des pouvoirs politiques ou publics, comme l'a dit mon cher doyen tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'on est société civile, on n'attend pas que le gouvernement, que le pouvoir, que le maire, que le préfet nous disent comment nous devons fonctionner. Voilà. Nous avons une certaine liberté de fonctionnement vis-à-vis des autorités. Mais pas seulement, parce que pour fonctionner, il faut avoir un budget. Le nerf de la guerre, il faut avoir l'argent. Et donc, de ce côté-là aussi, il faut avoir une certaine autonomie, c'est-à-dire on est libre de financer telle ou telle recherche, tel ou tel projet, voyez-vous, telle ou telle enquête. Parce que, comme vous le savez, la main qui donne, c'est la main qui donne des directives. Donc, il doit avoir une certaine liberté fonctionnelle et une certaine liberté budgétaire, en plus de ce qui a été déjà dit en amont. Voilà. Et souvent, on oppose la société civile à la société politique,
comme l'a dit tout à l'heure mon cher doyen Asie Dominique de Marseille. J'aimerais rebondir tout à l'heure, Mabika, tu as parlé d'une certaine autonomie. Alors, est-ce que cette autonomie peut être à un certain moment déroutée seulement si on est soutenu? Est-ce qu'on peut perdre une certaine crédibilité de la part de ces ONG? Soutenu par qui? Ça dépend. Oui. Ça dépend de la personne physique ou morale qui vous soutient. Oui, Physique. On va finir par en arriver. Ok. Nous sommes encore dans l'entrée du jeu. Je vais me retourner du côté de M. Aziz Dominique de Marseille. Vous nous avez expliqué c'est quoi la société civile. Alors, pour certaines personnes qui viennent certainement de nous rejoindre, aimeront savoir quel est le rôle son rôle dans la société, au fait. Bon, je voulais dire que je vous ai dit que la société civile se met là pour défendre l'homme contre tous les pouvoirs. Mais le thème que vous avez choisi, à mon avis, son importance réside dans ce que l'Africain devrait prendre conscience de l'impact des ONG occidentales et de la presse occidentale sur les politiques africaines. Et ce thème, je l'ai aimé quand vous me l'avez proposé. Je dis c'est très bien. Pourquoi? Parce que il se pose la problématique de l'indépendance véritable de l'Afrique et des politiques africaines. L'Afrique est divisée en États, on peut 52, 55 États. Ces États sont dits indépendants. Est-ce que ces États vivent cette indépendance pleinement? Alors, on regarde l'impact de cette société civile, de ces ONG, relayées par les médias occidentaux qui influencent la politique africaine. Et quand vous avez formulé ce sujet, il est formidable. Parce que j'ai donné une conférence à Bordeaux sur ça. Nous parlions des sanctions sur les biens mal acquis, la nature des sanctions. Et dans ce débat important, il y a eu des professeurs d'université, des journalistes. J'évoquais le fait que le problème d'abord est posé par les ONG. Si on parle de biens mal acquis en Afrique, c'est des ONG occidentales qui le déclenchent. Quand on parle de corruption en Afrique, c'est les ONG occidentales qui le déclenchent. Quand on parle d'élections en Afrique, c'est les ONG occidentales qui le déclenchent. Quand on parle de tout ce qui est mauvaise gouvernance en Afrique, c'est les ONG occidentales qui déclenchent. Et quand les ONG déclenchent, la presse occidentale prend le relais. Donc nous vivons ça, ça se passe chez nous, mais c'est de là-bas qu'on nous informe de tout ce marasme-là. Alors on se dit, finalement, cette société civile, ces ONG et ces médias exercent une certaine influence sur les politiques africaines. Comment les Africains vivent cette pression? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les médias occidentaux ont-ils un terrain aussi largement libre, une certaine liberté de traiter à leur volonté, sans censure, sans mesure, les politiques africaines? Et pourquoi les ONG se donnent aussi cette liberté de traiter, en tout cas sans gants, les politiques africaines? Alors on se dit, est-ce que nous devons toujours, pour dénoncer le malaise africain, est-ce qu'on peut toujours attendre que la société civile occidentale se saisisse de ce malaise et que la presse occidentale également, pour nous les renvoyer? RFI le dit le matin, France 24, TV5, et vous avez entendu parler de Sherpa, de Transparency, de Mediapart, c'est un média celui-là, de beaucoup d'ONG, qui vous parlent de détournement des fonds, qui vous parlent des biens mal acquis, qui citent les enfants des chefs d'État dans des histoires terribles, mais c'est toujours de là-bas et ça vient chez nous. Et quand ça vient chez nous, eh bien, nous subissons cela et il y a une certaine panique qui s'installe dans l'exercice du pouvoir. Est-ce que les Africains n'ont pas de cadre brillant capable de recadrer cela, de démontrer que c'est un acharnement qui limite le champ d'action de notre autodétermination, donc de nos indépendances, parce que nous sommes les 54 États africains indépendants. Voilà l'intérêt de ce sujet et moi j'ai aimé pour cela parce que j'en ai donné pas moins d'une conférence sur cette influence des ONG et des médias occidentaux sur la politique africaine. Alors, à nous de savoir, Mabika, oui, je voulais revenir un peu sur le rôle de la société civile, parce que souvent, je pense que le reste, c'est ce que le doyen a dit tout à l'heure, on découle. La société civile... quand on dit comme ça que la société civile défend les droits de l'homme, tout de suite, on a comme l'impression que cette société civile s'oppose ipso facto au pouvoir public. Mais non, la société civile vise le bien-être des populations, n'est-ce pas? Les gouvernements aussi. Et donc, on pourrait dire pour cela que le combat, il est le même, n'est-ce pas? J'en connais pas les gouvernements dans le monde qui ne visent pas, qui n'ont pas pour objectif le bien-être de la population. Alors la société civile, à côté de cela,
vise aussi à réduire les facteurs qui entravent le bien-être de la population. On parlerait de la famine, on parlerait des guerres, ainsi de suite. Voyez-vous? Donc la société civile, voilà son champ d'action. C'est quand on parle de société civile, il y en a qui pensent que la société civile veut dire tirer sur le gouvernement. Mais non, voyez-vous, la société civile peut même accompagner le gouvernement dans son travail. Donc les deux, en termes d'action, ne s'opposent pas en réalité, voyez-vous, ne s'opposent pas. Mais effectivement, le constat que le doyen vient de faire, puisque c'est la thématique, mais il faut partir sur le pourquoi. Pourquoi nous avons cette réalité-là chez nous? Il faut attendre les ONG occidentales pour savoir qu'en Afrique, il s'est passé quelque chose, tel ou tel gouvernement maltraite sa population. Voyez-vous? Pourquoi ce ne sont pas des ONG ou bien la société civile africaine, ou bien des sociétés civiles africaines, parce que généralement on a tendance, c'est vrai qu'on parle de l'unité africaine, mais on a tendance à confondre le continent africain à un pays. Voyez-vous? L'Afrique est là dans toute sa diversité, et même ce que le doyen vient de dire, le constat est différent selon que l'on est dans un pays africain ou un autre. Voyez-vous, on ne peut pas parler de la société civile en RDC de la même manière que la société civile en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina Faso, parce que ces sociétés civiles-là sont différentes même dans leur action, parce qu'il y a une certaine facilité même dans le champ d'action, dans l'environnement dans lesquels ces sociétés civiles évoluent. Voilà. Donc, il faut tenir en compte cela, l'environnement. Dans quel environnement la société civile africaine évolue, les sociétés civiles africaines évoluent, dans quel environnement les sociétés civiles occidentales évoluent, parce qu'il faut dire, au départ, c'est quand même à l'aune de la démocratie, de l'avènement de la démocratie, qu'on a transposé le concept de société civile, qui a beaucoup évolué en Occident, ici en Afrique. Voyez-vous, la société civile ne peut exister que dans une société démocratique, là où la parole est libérée, là où il y a une certaine liberté d'action. Mais est-ce que nos démocraties qui sont aujourd'hui qualifiées de jeunes, voyez-vous, on peut les loger dans la même enceinte que les démocraties occidentales qualifiées de vieilles? That is the question. Alors, Monsieur Asie Dominique de Marseille, nous avons entendu Mabika tout à l'heure parler de la société civile. La société civile ne peut qu'exister dans un pays qui a des libertés, donc de démocratie, pas des libertés de faire une bêtise, mais de démocratie. Alors, pensez-vous réellement que la société civile africaine joue-t-elle véritablement son rôle? Bon, il y a un facteur important développé par mon très cher cadet Mabika. Je suis très fier parce que je suis en train de voir que l'élève est en train de dépasser le maître. Oh non, pas du tout. Brillant. Et je suis très fier quand tu encadres des garçons qui s'expriment comme ça sur un plateau et ça fait chaud au cœur, c'est bien. Mais il y a un fait important. Vous savez, la société civile, on donne à cette société civile le bon Dieu sans confession. On suppose qu'elle est neutre, d'une neutralité exceptionnelle, qu'elle contribue véritablement à l'équilibre de la gestion de la chose publique. Et quand on parle d'équilibre de la chose publique, le leitmotiv de la gestion de la chose publique, c'est la règle de droit. La règle de droit, elle institue de toute façon que les hommes vivent égaux. Ils sont égaux. Et personne n'est au-dessus de la loi. Donc la société civile doit prendre la loi comme l'arme de combat pour que l'homme, dans son ensemble, que l'homme vive absolument en toute tranquillité dans une société. Quand on dit démocratie, la démocratie d'abord c'est le respect de la loi dans toute société. Bien. Alors quand on voit cette impartialité, quand on voit le fait qu'on peut lui donner le bon Dieu sans confession, je vous l'ai dit, donc on accorde une importance capitale à la parole de la société civile, à sa prise de position parce qu'elle est incolore, elle n'appartient ni à l'opposition ni au pouvoir, elle défend l'homme. C'est en cela que sa parole porte, c'est en cela que quand elle parle, on l'écoute, c'est en cela qu'on confie à cette société civile des missions d'équilibre. On dit, écoutez, à une élection, que la société civile aille comme observateur, parce qu'on pense qu'elle est libre, qu'elle est indépendante, qu'elle ne prend parti ni pour Pierre ni pour Paul. Eh bien, voilà, mais c'est cette indépendance-là qui a été vilipendée, qui a été récupérée par l'homme politique.
je veux jouer un bon coup, je passe par la voie de la société civile pour faire passer un message. Et puisqu'elle est indépendante, puisqu'on peut lui donner le bon Dieu sans confession, puisqu'elle est impartiale, ben ce qu'elle dit, c'est la vérité. Donc le pouvoir occidental, par l'habitude de la démocratie plus avancée que nous, Mabika l'a dit, a compris que la société civile a un impact important dans l'influence de l'opinion. Ainsi, donc, si vous voulez faire passer une idée, passez par la société civile. Vous voulez noircir un pouvoir comme blanchir un pouvoir, le meilleur ami, le meilleur acteur, la meilleure arme, c'est la société civile. Alors quand elle agit, mais il faut qu'elle rende public son action, elle a pour bras séculier la presse. Nous avons parlé à la presse de prendre le relais et de ventiler notre message. Alors, donc on sait que la société civile a parlé, c'est elle qui a parlé, donc elle doit être juste. Du coup, elle est impartiale. C'est donc ce côté-là qui a été récupéré par l'homme politique. Et Christ a posé une question importante, on va y arriver pour dire, celui qui donne l'argent, est-ce qu'il influence par la société civile? Mais évidemment, évidemment, vous allez voir qu'à travers le monde, je l'ai dit, je crois, à Bruxelles dans une conférence, d'où viennent les révolutions oranges qui ont déstabilisé une partie de l'Europe. Mais ces révolutions oranges ont été stigmatisées, préparées, bien préparées, huilées par une ONG importante, Open Society, de Soros, qui est un grand maillon de la société civile. Un grand maillon qui peut bousculer tout un pays, qui peut faire partie d'un chef d'État parce qu'il a des tentacules partout. Il a des ONG partout. C'est l'homme qui veut que le monde évolue sur le socle anglophone. Donc Soros, il dit, moi, ces démocraties qui se trouvent dans les pays de l'Est, je vais les faire partie. La révolution orange. Il a mis de l'argent et les sociétés civiles se sont levées. On criait qu'il n'y avait pas de démocratie, que c'était n'y avait pas d'état de droit, que c'était dictature. Mais ces ONG ont reçu l'argent d'une ONG qui les a financés. Comme ce n'est pas le gouvernement qui donne l'argent, Abika l'a dit, mais c'est une société civile qui donne l'argent. Donc, une grosse ONG qu'on appelle Open Society distribue l'argent à des petites ONG dans des pays. Ces petites ONG-là prennent le relais pour véhiculer un message. Parce que lui, en tant qu'individu, il a avec lui les pouvoirs politiques qui le soutiennent. Tu es dans un pays, moi j'ai une ONG, mais implicitement sur la table, je suis de la gauche ou de la droite, je soutiens tel pouvoir. Je veux voir ces pouvoirs-là dégager, j'ai fait la société civile. Et les médias prennent le relais. Voilà comment la société civile instrumentalise la politique. Donc, elle quitte son banc de définition tellement jolie d'être impartiale, et puisqu'elle parle, on l'écoute, c'est comme l'Église. Les hommes d'Église ont dit, écoutez, rentrez dans le débat parce que on espère, quand vous parlez d'élection, vous êtes au milieu du village. L'Église est au milieu du village. Mais quand l'Église se met au fond du village, c'est dangereux. Et voilà pourquoi on prend et l'Église et les ONG, on leur donne la mission d'impartialité, mais cette mission d'impartialité n'est pas toujours impartiale parce que l'homme reste l'homme, il est influençable. La main qui donne est au-dessous, celle qui reçoit est en dessous. Au-dessus et en dessous. Et souvent, ils influencent. Et c'est ce que nous regardons pour les révolutions occidentales. On peut donc venir en Afrique. En Afrique, la même chose est criée. Comme vous entendez, les citoyens, il y en a marre. Et partout ces ONG-là. Ces ONG ne prennent pas l'argent du gouvernement, ils prennent l'argent des autres ONG avec qui elles travaillent. Et quand ils travaillent, ces ONG ont des directives à donner qui, quand ils n'aiment pas un pouvoir, ils peuvent le déstabiliser. Et des exemples sont légion, on peut les citer dans cette émission. Alors, Monsieur Ozi, j'ai deux questions. Une première question vient d'un téléspectateur. C'est Monsieur Albert Ondongo Lendouma qui dit pourquoi cette société civile est divisée. Une partie proche au pouvoir et l'autre proche de l'opposition. Il pose la question fondamentale. Vous me rejoignez quand j'ai dit, au départ, quand on lit les textes de la société civile, comme vous créez une association ou comme un pouvoir, mais Bika l'a dit, il n'y a pas un pouvoir tortionnaire. Tous les pouvoirs sont régis par des belles lettres. Quand vous lisez la charte de tel pays, c'est tellement beau, mais dans la pratique, on quitte les belles lettres couchées dans votre constitution. Il y a la liberté, il y a l'égalité, il y a la justice. Et quand on va dans la pratique, on a pris son ami dans le tiroir. Et quand on crée une association qui va dans la société civile, quand vous lisez les documents fondamentaux, c'est de très belles lettres. Et quand ils le mettent dans la pratique, ben, ils mettent tout ça dans le tiroir. Et du coup, il y en a qui ne s'entendent pas, parce que, quelque part, je soutiens un pouvoir. Or, comme vous êtes dans la société civile, vous ne soutenez que l'homme, pas le pouvoir. Soit une opposition comme la majorité. Donc, je soutiens un pouvoir. En soutenant un pouvoir, ils sont obligés de se diviser. Moi, je soutiens l'opposition. Et du coup, on arrive à cette fissure de cette société civile qui aurait pu être unie, mais elle est divisée parce que les intérêts sont divergents. S'il n'y avait pas des intérêts divergents, elle serait toujours unie. Alors, une seconde question était, quel est l'intérêt pour les ONG occidentales à s'ingérer dans les affaires africaines? Ben, je vais y arriver, c'est simple. Les politiques africaines, et on dit en politique, il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts.
Il dit quel est l'intérêt? Mais si le Congo est un pays producteur de pétrole, le Congo a des minéraux, est-ce que l'Occident ne s'intéresse pas au Congo, s'intéresse à la gestion du pouvoir au Congo? Si la RDC, pour un simple téléphone que vous avez ici, ce téléphone, pour le fabriquer, il faut penser des matières premières, rechercher le monde entier, il se trouve en RDC. Du coup, il faut bien coopérer avec la RDC. L'Europe n'a plus rien, l'Occident n'a plus rien. La vie, l'avenir du monde, c'est en Afrique. Mais qui sont les dirigeants africains? Et les lobbies financiers ont-ils de bons rapports avec tous les pouvoirs africains? Est-ce que tel président travaille-t-il pour le bonheur des pouvoirs occidentaux ou bien pour le bonheur de son peuple? Alors si vous allez à Paris, vous dites, écoutez, le pétrole est chez nous, on fait 50-50, demain vous allez tomber. Bon, moi, les minéraux sont chez moi, j'ai le minerai de fer, j'ai le diamant, j'ai tout. Faisons 50-50, demain tu tombes. L'Occident arrive, ils veulent tout s'accaparer du tout. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dit, écoutez, on prend Mabika, on va le mettre au pouvoir, il sera à notre sol. Mais pour que Mabika vienne au pouvoir, il faut le préparer comme opposant. Et pour que Mabika soit comme opposant, il faut que, quand Mabika parle, en dehors de ce que Mabika parle, il faut qu'il ait un relais occidental par le biais des ONG qui peut monter le pouvoir que Mabika est en train de combattre est un pouvoir dictatorial. Parce qu'on pense que Mabika est capable de nous servir. Mais ne pensez pas que les Occidentaux vous aiment pour votre démocratie. Non. Ce qui guide les États, c'est des intérêts. Tant leurs intérêts ne sont pas suivis, ce pouvoir n'est pas stable. Tout pouvoir stable en Afrique a d'abord résolu le problème des intérêts occidentaux. Rien à faire. On ne peut pas sortir de ce schéma-là. Voilà pourquoi on dit, notre combat aujourd'hui, c'est de montrer aux Africains qui sont grands. Ils peuvent petit à petit commencer à mener ce combat qui est un combat de leur propre indépendance et de leur propre liberté. Mabika, d'accord? Oui, je suis d'accord, je vais ajouter, mais j'aimerais revenir sur la question sur la société civile africaine ou congolaise qui jouerait... Joue-t-elle véritablement son rôle? Son rôle. Vous savez, tout à l'heure on a parlé de démocratie. Dans nos pays, le processus démocratique a été engagé dans les années 90 avec ce vent de l'Est qui a balayé la quasi-totalité des pays au sud du Sahara, pays africains bien entendu, au sud du Sahara, avec l'organisation des conférences nationales souveraines. Vous vous rappelez, chez nous ici, on a eu, voyez-vous, elle était souveraine. Et on a vu l'avènement de la société civile aussi. Donc, de la même manière, la démocratie évolue, puisqu'aujourd'hui, puisqu'on le considère comme étant un processus qui est graduel, nos démocraties sont en cours, voyez-vous. Voilà pourquoi nous encaissons quelquefois plusieurs critiques venant de l'Occident, puisque les gens raisonnent par analogie. On compare la démocratie congolaise à la démocratie française, on compare la démocratie au Burkina Faso à la démocratie américaine, aux États-Unis, voyez-vous. Alors qu'en termes de temps, en termes de durée, en termes d'expérience, eh bien, il n'y a pas comparaison, voyez-vous. Et donc, au Congo, comme dans tous les pays africains, la démocratie est en marche. Vous savez comme moi que les institutions de la République, toutes les institutions démocratiques sont mises en place, n'est-ce pas? Et toutes ces institutions fonctionnent en tenant compte des règles démocratiques universelles. Et bien entendu, on peut voir les débats au Parlement et la société civile aussi s'exprime. Tous nous savons, puisque l'actualité oblige, qu'il y a une ONG occidentale, Global Witness, qui a publié un rapport accablant sur le Congo. Et il y a des ONG au Congo qui ont pris le relais, n'est-ce pas, pour saisir le procureur de la République. Voyez-vous? Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait dire, affirmer, que la société civile congolaise ne joue pas son rôle? Je dirais qu'il faut nuancer. Il faut nuancer. Tout à l'heure, je parlais de l'environnement dans lequel les sociétés civiles africaines évoluent. Mon cher doyen a parlé de l'homme politique, voyez-vous, de l'homme politique qui a récupéré une certaine substance de la société civile parce que, connaissant son pouvoir et son action, on l'a dit tout à l'heure, voilà, la société civile est là pour aussi accompagner le processus démocratique, voir est-ce que telle politique mise en place par le gouvernement, est-ce que cette politique vise le bien-être de la population ou non?
Oui, mais Si c'est non. mais Oui. Mabika, Oui. je peux dire oui d'une certaine mesure, mais là je suis nuancé. Cette société civile congolaise a des ratés. C'est comme cette démocratie au Congo a aussi des ratés, disons en Afrique. On ne peut pas dire que pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, depuis la bolle, on continue toujours à faire le surplace. On devait faire un pas en avant. Qu'est-ce que ça coûte? Commençons par les politiques africaines. Qu'est-ce que ça coûte aux États africains d'organiser une élection en respectant les règles de jeu fixées par les États? Ça coûte quoi de dire à l'hémicycle, les députés qui sont là-bas devaient être des députés élus et non choisis pour que la démocratie marche, parce que le peuple ne prend part à la gestion de la chose publique à travers l'hémicycle. Donc, si le peuple a choisi Mabika comme député, laissez Mabika aller pour que la voix du peuple soit vraiment entendue. Est-ce que pour le faire, on a besoin de 30 ans? Là, on peut dire que c'est blâmable. Deuxièmement, si nous avons des élections toujours sujets à caution, à guerre, c'est blâmable. Parce que un pouvoir peut perdre, peut organiser une élection honnêtement et perdre. Il dit, j'ai perdu. Un pouvoir, une opposition peut perdre l'élection pour dire, je ne suis pas mauvais perdant, j'accepte ma défaite. Mais chez nous, l'un ou l'autre, c'est difficile de comprendre ça. Un tel a gagné, un tel dit non, tant que ce n'est pas moi, il ne gagnera pas. Quand c'est lui, je vais protester. Alors, est-ce que ces hommes politiques-là ne comprennent pas depuis la bolle jusqu'à aujourd'hui? On peut faire un pas en avant. On peut organiser une élection apaisée, un tel gagne. Christ a gagné, félicitations. Mabika a perdu, reconnaît la victoire de Christ. Et ça, vous voulez qu'on attende 50 ans pour le faire? Non. En ce moment-là, les politiques africaines n'avancent pas, ne font pas un pas, même si nous sommes en train d'apprendre. Mais diable, on ne va pas enseigner IOA au CP1 chaque année. Oui, l'année prochaine, on va aller au C2. Oui, ça, c'est pour les politiques. Oui. Maintenant, je viens aux ONG. Puis nous parlons de politique ONG. Les ONG africaines, dans le cas du Congo, que la question est posée, je dis non. Ces ONG ont beaucoup fauté, ont triché même. Vous prenez l'exemple tout récent, je vous donne 2 exemples, non 3 même, tout récent. Des ONG congolaises, ils sont pas d'Ivoire pour la République, porté plainte contre les honorables Denis Christel et puis Claudia Sassou Nguesso, parce que Global Witness a fait un rapport montrant que l'un a détourné l'argent, l'autre a acheté un immeuble quelque part en Europe. Je vous ai déjà dit, et vous l'avez accepté, qu'on peut instrumentaliser une société civile pour dire le mal d'un pays. Si nous sommes conscients que cela existe, qu'est-ce que je peux reprocher à la société civile congolaise? Elle aurait pu, ne pas dire voir le procureur, elle aurait pu déclencher une enquête. Et comme elle est indépendante, elle, dans son argent, ne dépend pas du pouvoir public, elle dit, on a écouté ce que Global a dit, nous avons fait une contre-enquête pour vérifier si l'honorable Christel a détruit de l'argent, si l'honorable Claudia a acheté l'immeuble dans la tour de Trump Tower. En ce moment-là, les éléments de notre position nous permettent d'apprécier. Mais pourquoi attendent-ils que les autres fassent ce travail mal fait ou bien fait, qu'ils ont validé et qu'ils ont posé devant le procureur? Je prends un exemple simple. Le jour qu'on a dit, il y a 353 citoyens disparus au Congo, les ONG ont parlé, la presse occidentale a parlé, la presse congolaise a parlé, Asie qui est sur ce plateau a fait 2 fois le voix de Kinshasa. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cru la parole des ONG, je n'ai pas accepté le reportage repris par la presse congolaise en lisant France 24 et en lisant sur Internet RFI. J'ai préféré, moi, aller faire mon enquête. J'ai fait 2 voyages à Kinshasa, j'ai fait 2 voyages à Paris, j'ai sorti un livre qu'on appelle le plus grand scandale politique jamais vécu en Afrique. Ceux qui ont lu ce livre ont compris que l'affaire disparue du beach était une grosse montagne qui a accouché d'une minuscule souris. Mais les ONG, quand ils montaient, quand ils prenaient cette affaire-là en épingle, aucune ONG n'est partie à Kimaza, à Lozi, là où étaient les réfugiés congolais. Aucune presse occidentale n'a fait de besoin de Kinshasa. Donc la presse ne prend que le relais des ONG, sans pourtant aller faire l'enquête. Et mon ami Diop Missamou, qui était le porte-parole du MCDI, j'aurais bien voulu l'avoir sur ce plateau et lui montrer comment j'ai fait cette enquête à Kinshasa. Et devant lui montrant comment ils ont triché en fabriquant 353 personnes. J'ai dit, Diop Missamou, je cite bien, je suis ce genre de journaliste. Quand on fait, on y va. Alors voyez-vous, si j'étais ONG, je reprenais quasiment ce que les Occidentaux ont dit, comme la presse congolaise a repris ce que la presse occidentale a dit, elle s'est mal écrite. Voilà, on a tué 353 personnes. Mais quand vous regardez, c'est malheureux. Pourquoi? L'OCDH, qui est une société civile congolaise, nous dit qu'il y a un charnier à Banzandunga avant les départs du beach. Nous allons fouiller Banzandunga, on a bêché, raclé tout le sol, on n'a trouvé aucun ossement. On a enterré les gens à Banzandunga, il y a eu un charnier là-bas, il n'y a rien. C'était la honte de l'OCDH. Mais ces personnes qu'ils avaient listées, 52 personnes,
avant l'affaire d'Israël du Beach. Comme vous dites le rapport des ONG occidentales, les 52 personnes mortes avant l'affaire d'Israël du Beach remeurent au Beach. Parce qu'on a pris les morts ici, on a réaligné pour faire 53 personnes. Pour le coup, il fallait faire une contre-enquête. Voilà, le débat est là. Pourquoi la société civile congolaise n'attend que les rapports des autres et les reprend et puis les percute? Pourquoi la presse congolaise n'attend ce que les autres font pour le percuter? Alors qu'elle a l'indépendance, je vais terminer, et pardon, d'aller chercher. Je vais en terminer pour le dernier exemple pour que vous preniez la parole. Nous sommes en Guinée équatoriale. J'ai fait une conférence en Guinée équatoriale. Je crois que mademoiselle Whitney était à cette conférence, montrer comment les pouvoirs publics sont influencés, africains sont influencés par les médias occidentaux. Vous voyez, Sherpa est une ONG occidentale dirigée par Daniel Lebesgue. Daniel Lebesgue va en Guinée équatoriale. Il veut exploiter le pétrole, c'est un homme d'affaires. On lui donne un cahier de charge. À la fin, on fait le point, il n'a pas sur le cahier de charge. La République équatoriale guinéenne prend le dossier, donne aux Chinois. Quand monsieur Daniel Lebesgue quitte la Guinée, s'en va chez lui, Obiang Nguema devient bien mal acquis, et alors qu'il a travaillé là-bas parce qu'on lui a ravi le morceau qui n'a pas pu obéir. Alors si une société civile qui a d'abord investi dans un pays et qui n'a pas reçu le cahier de charge, à qui on a retiré le beefsteak, et rentre chez elle, elle se met à critiquer le pouvoir, cette société civile est à deux vitesses. Donc voilà pour dire que, attention, puisque l'argent vient des sociétés civiles occidentales qui ont leurs appendices en Afrique, il faut que les sociétés civiles africaines, le débat, je vais terminer par là, essaient d'être indépendantes dans la recherche de l'information. Elles ne sont pas seulement une boîte aux lettres, tout ce qu'on envoie, la boîte prend. Elle doit trier, regarder, fouiller et se dire une opinion. C'est comme la presse également africaine. Elle ne doit pas boire tout ce qui vient de l'Occident. Oui, donc, je voulais réagir sur... Commençons par la presse. Vous savez que lorsqu'on est un média, et qu'il y a un rapport qui a été rendu public, et lorsqu'on dit que selon Global Witness, Mabika et la Queen auraient détourné de l'argent du peuple congolais. Mais ce n'est pas ce média-là qui affirme, ce média a cité une source, n'est-ce pas? Ce média a cité une source. Donc, à ce moment-là, je ne peux pas condamner les médias qui citent les sources, puisque c'est autorisé, c'est professionnel. Si et seulement si les gens doutent, et que demander à ces médias africains-là de donner les preuves, mais ils diront que, écoutez, nous on a cité la source. Si vous avez besoin de preuves, allez-y demander la source. Alors j'ai voulu, parlons des sociétés civiles. Vous savez, c'est trop facile et trop compliqué de dire que la société civile africaine reste, croise les bras, ne fait rien, et puis boit tout ce que les ONG occidentales produisent. Je dirais non, on ne peut pas présenter les choses comme ça. Pourquoi je le dis? Tous nous le savons. Ici à Brazzaville, il y a des ONG. Allez-y voir ces ONG là. Vous allez voir que ces ONG produisent des rapports. Ils font des enquêtes. Mais est-ce que c'est facile d'enquêter sur le sol africain lorsqu'on est une ONG africaine? Point d'interrogation, je dirais que c'est très compliqué. Tous nous savons l'histoire qui est arrivée aux droits de l'homiste Chebeya en RDC. Tous nous le savons. Assassiné avec son chauffeur. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si on avait découvert son corps. Tous nous le savons, ça et là en Afrique de l'Ouest, partout. Voyez-vous, les droits de l'homiste qui disparaissent parce qu'ils généraient des gens, des pouvoirs publics. Voyez-vous, c'est très compliqué. Oui, alors, vous avez déjà écouté, pardon, monsieur Aziz, pardon, je vais évoluer un peu. Est-ce que vous avez déjà écouté que, en France, par exemple, ça peut arriver parce qu'on a des problèmes, je ne sais pas, avec son voisin, je ne sais pas quoi. Le pouvoir, en France, par exemple, on a arrêté les droits des lomistes, on les a embastillés, on les a assassinés. Je dirais qu'il faut faire très attention. Le terrain sur lequel la société civile évolue, les ONG africaines évoluent, il est très glissant. Tout à l'heure, je parlais de la démocratisation de nos sociétés. La bonne dose n'est pas encore là, voyez-vous. Il faut avoir un certain catéchisme démocratique pour accepter qu'une telle ONG puisse enquêter sur telle ou telle affaire qui peut gêner, je pense. Oui, ce que vous dites, même Abika, dites aux militaires ne va pas au front parce que tu vas mourir. Allons-y. Dites aux journalistes ne donne pas ton corps au bal pour aller couvrir une guerre. Chaque métier a ses risques, Mabika. N'attendez pas que ces sociétés civiles trouvent un État qui ne se défend pas contre les rapports qui vont parfois biscornus, écornés, qui ne disent pas la réalité. Tout pouvoir
sort ses armes. À vous de savoir vous armer face à ce pouvoir-là. C'est un poids qui fait un contrepoids. Donc vous voulez avoir un pouvoir qui dort. Quand vous dites l'Occident, la tradition date de quand? Est-ce que vous lisez les rapports des ONG occidentales sur la politique occidentale? Sortez-moi le rapport de Sherpa sur la France, il est comment? Sortez-moi le rapport de Global Witness sur l'Allemagne, il est comment? Mais sortez-moi le même rapport sur le Congo. Pourquoi pense-t-il qu'en Afrique, c'est le marasme, c'est le désordre, c'est le malheur? En Europe, c'est la belle vie. Mais j'ai vu des citoyens européens qui mendient dans des trains, qui sont sans abri, qui ne sont pas dans les rapports des ONG. Des gens qui vivent une vie de chômage incroyable. Mais les gilets jaunes en France, ce n'est pas la bonne société. C'est le citoyen français est en train de pleurer la mauvaise vie menée par les Français. Mais quel est le rapport que fait Global Witness sur cette société occidentale? Lisez les rapports, c'est ça ma bica. Si ces rapports sont complaisants avec la France, pourquoi voulez-vous que la France s'embête? Mais le même rapport qu'ils font sur le Congo, quand vous dites la société civile congolaise, mais allons-y sur leur rapport, ma bica. Parlons de ces rapports-là. Un bon matin, vous savez, j'ai suivi une émission à Vogue TV, où notre ami de OCDH est passé. Il parle, oui, il y a eu des morts à Chakona. Des gars sont morts là-bas à Chakona, ce n'est pas l'état de droit. Mais si la justice ouvre, s'il y a meurtre, la justice ouvre une enquête, ça dit c'est un état de droit. L'état de droit, c'est un état de droit si, devant tout crime, tout délit, aucune enquête, la justice n'intervient pas. Tu tues quelqu'un, tu t'en vas. Tu voles, tu n'es pas arrêté. Mais dès lors qu'il y a eu mort d'homme à Chakona, que la justice s'est saisie de l'affaire, c'est que nous sommes dans un état de droit. Mais ils confondent la mort des gens avec le fait que la police puisse aller faire une enquête. Pour eux, il n'y a pas la justice parce que les gens sont morts. Mais un bandit peut tuer quelqu'un. Ce n'est pas la loi qui lui demande de tuer. Mais dès lors qu'on déclenche une enquête pour l'arrêter, c'est un état de droit. Ils ont condamné Chakona, ils ont dit que ce n'est pas un état de droit, la raison, parce qu'on a tué des gens. Mais ils sont morts dans un commissariat. Il faut que l'enquête montre qui les a tués. Voilà, moi, la société civile aurait pu dire ceci. Un cas exceptionnel pour lequel ils pouvaient blâmer les pouvoirs de Brazzaville. Je leur donne la mèche. Ntoumi est recherché par mandat d'amener. Il faut arrêter Ntoumi, l'amener en prison. Vous êtes journaliste, vous êtes au courant. Un bon matin, le chef d'État dit non, pour des raisons de paix, j'enlève ce mandat d'amener. Mais il y a eu mort d'homme. Le jour où le Congo, le chef d'État veut prêter serment, c'est ce jour-là que Ntoumi a déclenché la guerre au Congo. Tu ne le sais pas. Le jour où on devait prêter serment. Il y a eu mort d'homme. Je n'ai pas eu la société civile marcher pour dire, Ntoumi sont dans un état de droit. Quand le chef d'État a gagné prêter serment, tu n'as pas à prendre les armes et tuer des gens. Tu as brûlé les PSP, tu as brûlé la commune de Makele-Kele, tu as laissé des enfants qui n'ont pas de date de naissance. Les ONG auraient pu marcher. Mabika, ils n'ont pas marché. Ils n'ont pas défendu l'homme. Mais ils défendent l'homme quand il y a des gens qui sont morts dans un commissariat pour eux. Ils ont même pu dire, monsieur le président, l'amnistie que vous avez prise pour Ntoumi, nous ne sommes pas d'accord. Parce que Ntoumi a déclenché une guerre quand le Congo était en paix. Vous étiez en train de prêter serment. Ntoumi déclenche une guerre, tue les gens, brûle les PSP. Nous, droits de l'homme, nous avons marché parce que Ntoumi a mis le pool en danger. Quand l'armée est partie dans le pool, et les ONG parlent, on a tué des gens dans le pool. Mais qui a déclenché? Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu les gens, je condamne le chef de l'État pour avoir accordé la mission. On se dit non, monsieur le président. Dans un état de droit, celui qui a tué doit aller à la justice. Ntoumi, s'il a tué, il faut qu'il réponde de ses actes. Les ONG n'ont pas marché pour protester contre ça parce que ça arrange les ONG comme si les ONG ne sont du côté de l'opposition. Voilà la critique que moi je fais dans mes débats. On aurait pu marcher, même si on sait que la décision du chef de l'État, on ne peut pas revenir passer sur le premier magistrat, mais ça n'empêche pas ceux civils de protester contre le fait que le mandat d'arrêt qui a été décerné contre Ntoumi a été transformé par un mandat de paix. Ntoumi n'est plus poursuivable. Mais alors qu'il l'a tué, or, l'ONG protège l'homme. Si l'homme tue, celui qui tue doit répondre de ses actes. Est-ce qu'elle a marché? Non. Et pourquoi elle n'a pas protesté? Elle aurait pu protester. Voyez-vous, donc c'est une société civile qui apparemment ne fait des rapports que en tenant compte d'un côté de l'opposition et non du pouvoir. Est-ce que la société civile veut dire épauler l'opposition? Non. Quand on est droit de l'homme, l'homme appartient à l'opposition, l'homme appartient au pouvoir. L'homme n'a pas de couleur politique. Quand l'homme qui est à l'opposition est martyrisé, vous le défendez. Quand l'homme qui est au pouvoir est martyrisé, vous le défendez. Et malheureusement chez nous, la société civile pense que son rôle à elle, c'est de taper sur le pouvoir. Je suis désolé, ils n'ont pas compris leur mission. Parce que pour moi, ce jour où ça se devait prêter serment, dès que tu m'avais déclenché la guerre à Bakongo, le lendemain, on aurait pu voir la société civile dans la rue pour dire arrêtez-nous ça. Plus jamais ça, on n'a plus besoin qu'on reparte en guerre. Et quand le chef d'État a pris l'amnistie pour dire tout le monde ne plus recherché, ils auraient pu imaginer, monsieur le chef d'État, nous ne sommes pas d'accord. S'il a tué, il doit répondre.
Je n'ai pas vu ces actions-là. Je suis journaliste, moi. Je m'en fous, excusez-moi le terme, il est grossier, je m'en fous des opinions biscornues des uns des autres. Il faut être équilibré. Ce pays a besoin des intellectuels équilibrés. On peut condamner le chef d'État, mais il est souverain. Il a pris une mesure, personne ne revient. Mais on peut quand même penser pour dire, dans un état de droit, si tu as tué, tu dois reprendre. Parce que ceux qui ont volé, ceux qui ont les réseaux sociaux disent qu'ils ont volé, on veut bien qu'ils répondent, non? Mais oui, il y a des gens qui ont tué, qui n'ont pas répondu. Ces sociétés civiles auraient pu marcher aussi contre ça. Après, je n'ai pas devant le procureur pour dire, monsieur le procureur, nous entamons la nullité de la décision du chef d'État parce qu'il faut qu'il parte devant les tribunaux. Voyez-vous donc, c'est ça l'instrumentalisation. Et si vous regardez, il y en a marre. Il y a eu une affaire au Gabon où les ONG ont reçu de l'argent pour instrumentaliser le pouvoir. Et quand ils étaient arrêtés, ils ont cité qui leur a donné l'argent pour faire ce travail-là. Macabre. Alors, est-ce que nous allons avoir une Afrique où les ONG de travail en se faisant instrumentaliser par les ONG occidentales et le relais pris par la presse africaine? Comment voulez-vous que les médias africains ne soient pas capables de débattre des questions d'Afrique par eux-mêmes? Je n'ai pas dit que nous caressons nos pouvoirs. Je précise mon propos. Je veux que le malaise africain soit dénoncé par la presse africaine, par les ONG africaines. Voilà ce que je veux. Je veux qu'on dise au Congo ça va mal, que ce soit les ONG congolaises, que ce soit la presse congolaise, et non le relève de la presse occidentale et des ONG occidentales. Ça veut dire que notre indépendance est sabordée, est débordée, n'existe plus. C'est une nullité. Alors, M. Azy, merci pour vos propos. Mais moi, j'ai quand même une question. C'est de savoir, aujourd'hui, vous nous avez parlé de contre-enquête. Il fallait aller sur place pour vérifier, notamment pour les disparus du beach et tout. Mais moi, j'aimerais savoir quand même, est-ce que le manque de moyens ne serait pas l'une des causes qui poussent ces sociétés-là à ne pas faire des enquêtes? Et j'ai une autre question, ça a été suscité par Mabika. Aujourd'hui, on voit des sociétés civiles aujourd'hui qui vivent même dans l'anonymat, qui n'ont pas le droit d'expression. Alors, j'aimerais vous poser la question, c'est de savoir, est-ce que la critique est tolérée ou est tolérable en Afrique ou au Congo? Je vous reprends, je l'ai dit à Malabo, tout le monde a créé dans la salle, j'ai dit, s'il faut qu'un journaliste meure pour que la liberté de la presse s'installe, il doit mourir. Ça ne se sert pas sur un plateau. En Afrique du Sud, il a fallu que les Noirs donnent leur poitrine aux balles pour qu'on arrive à vaincre le racisme. Pourquoi voulez-vous que les pouvoirs assis se mettent à encaisser les rapports mensongers ou les médias mensongers pour les gens de leur pouvoir? Ils sont obligés de se protéger, ils sont obligés de porter plainte. Il faut aussi mettre du professionnalisme dedans. Donc, la liberté, ça ne se donne pas sur un plateau d'argent. Si nous devons mourir, en Afrique du Sud, ils sont morts jusqu'à Mandela a fait la prison pour arriver à ce résultat-là. Donc, c'est une école. L'Afrique du Sud doit faire école. Alors, vous, quand vous dites qu'ils n'ont pas de moyens, mais n'allez pas faire la suite si vous n'êtes pas courageux. N'allez pas si vous n'avez pas d'argent. Si vous ne le faites pas, ne faites pas semblant d'être une société civile, alors vous n'avez pas de moyens, vous n'êtes pas courageux. Ne devenez pas journaliste si vous n'êtes pas capable de dire, là c'est mal fait, là c'est bien fait. S'il faut mourir, on meurt pour ça. C'est ça l'homme. Mon métier m'amène à mourir, je donne ma balle aux poitrines. Mais j'ai fait la prison, mon frère. J'ai eu 9 procès en tant que journaliste. J'en ai perdu 3, j'en ai gagné 6. Et les 3 m'ont amené dans les barreaux. J'ai fait 6 mois de prison, j'ai fait 1 mois de prison. Je sors, je suis toujours debout comme un guépard. Parce que c'est mon métier. C'est ça la presse. Vous ne pouvez pas faire ce métier, dire non, on m'a cajolé. Mais votre vie, c'est de regarder l'action des hommes politiques. Mais ils ne vont pas vous laisser faire. À vous de dire, ça c'est professionnel, je dois le défendre jusqu'au bout, même si c'est au prix du sang. Mais quand je l'ai dit à Malabo, tout le monde, ah c'est suicidaire. Mais évidemment, il faut bien qu'on arrive là. Autrement dit, si vous attendez qu'on nous distribue la liberté, ben écoutez, critiquez le pouvoir, on va vous applaudir, et si nous le critiquerons très mal, écrivez vos éditoriaux et qui n'ont pas de sens sur le pouvoir, si nous écrivons très mal, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de sortir leurs gants. Donc, soyez professionnels et donnez votre balle aux poitrines parce que vous avez défendu la profession. Et quand on vous écoute, on dit non, l'enquête est professionnelle. Donc, alors, vous n'allez pas dire, c'est parce qu'il y a la prison, c'est parce qu'on nous malmène, que nous n'allons pas nous battre, que nous sommes obligés de prendre ce que les Occidentaux envoient, que les Occidentaux sont en liberté. Mais donc, ne faites pas la société civile. Laissez la société politique exercer son mandat tout bonnement. Ce n'est pas la peine de faire où on veut ou on ne veut pas. Et tout chemin des écueils. La rose se trouve au-dessus des épines. Pour aller prendre la rose, là, il faut passer par des épines, mon frère. Ou vous êtes lâche, vous êtes courageux. Ce métier-là, si vous ne pouvez pas faire la presse, allez à la boulangerie ou devenez tailleur. Mais pas ce métier. Il y en a qui oui. Mabika, accepter de se donner les balles sur sa poitrine, pour ou contre? Écoutez, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Voilà. Ça, c'est connu, voyez-vous. Et je pense que
dans chaque métier, comme l'a dit tout à l'heure, comme l'a dit mon cher doyen. Lesquels? Ceux que tu... Ok, d'accord. Ok, d'accord. Il y a des risques. Je suis totalement d'accord avec lui concernant les ONG, sinon la société civile africaine. Mais moi, surtout, la critique que je peux émettre en direction de cette société civile, c'est le professionnalisme. Voyez-vous. Et seulement si on fait son travail avec professionnalisme, je pense qu'on n'aura pas peur de danger. C'est la même chose pour les médias. La même chose pour les médias. Voilà, même chose pour les médias. Avec professionnalisme. Parce que lorsqu'on est journaliste, ou bien lorsqu'on est société civile, une ONG formée, on connaît son champ d'action et les règles de la pratique même de son métier. Voyez-vous. Il s'agit tout simplement de respecter ces règles. Maintenant, si danger il y a, comme l'a dit mon cher doyen, les métiers sans danger, je n'en connais pas. Voyez-vous, il y a toujours des dangers. Mais là où j'équilibre, je nuance, c'est là où je dis que la société civile africaine en général, ou congolaise en particulier, fait quand même un travail. Mais ce travail doit être renforcé par le professionnalisme, oui, mais par une certaine dose démocratique aussi du côté des pouvoirs publics. Voyez-vous, si ONG veut enquêter par exemple sur, je prends un exemple, l'espace de la préfecture, et qu'on l'empêche d'y accéder, est-ce qu'elle pourra arriver au bout de son enquête ou ses enquêtes? Je dirais non. Et donc il faut aussi, du côté des pouvoirs publics, qu'il y ait une certaine compréhension pour dire que du rôle de la société civile, parce que la société civile est là. Voyez-vous, il y a des gens qui ont écrit sur le triptyque société civile, développement et participation citoyenne. Voyez-vous, le société civile dans tous les pays du monde, dans les pays de développement, ont joué un rôle très important dans l'émergence, dans le développement de ces pays-là. Et ça, je pense que l'homme politique, congolais ou africain, doit l'intégrer. On ne doit pas diaboliser la société civile. C'est ça le problème aussi chez nous. Oui, mais il faut bien qu'elle se rachète par le bon travail. Comme nous avons parlé de presse, on peut donner des exemples. Vous savez, quand vous parlez des exemples, ça fait asseoir votre raisonnement. Quel est ce coup de gueule que vous donnez avec colère? Parce que vous avez des exemples dans la presse qui étonnent. Nous sommes en Guinée, Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, de Conakry. C'est France 24 qui arrive en reportage avec un homme et 3 dames et 2 dames qui posent la question au président Alpha Condé. Il dit, depuis les indépendances, votre pays n'a pas évolué. Alors, il a pris un coup de colère, il dit, attends, vous voyez tout ce qu'on a fait dans ce pays? Pourquoi avoir un cliché? Il dit, si vous êtes parti de chez vous avec des clichés déjà déformants de notre pays, dit, depuis les indépendances, on n'a pas fait un saut en avant, je suis désolé. Vous n'allez pas dire qu'en un temps record, qu'on atteint le niveau de l'Europe. Aujourd'hui, on a quand même amélioré la ville, voilà. Ils ont terminé l'interview par une véritable raclée que le chef de l'État Alpha Condé a donné à la presse occidentale. On ne vient pas dans un programme pour dire au Congo, depuis l'indépendance, rien n'a évolué. Si nous avons des autoroutes, si nous avons municipalisé nos régions, on ne peut pas dire rien n'a évolué. C'est trop beau. Ça, c'est un. Et ça, cette interview est passée dans le monde entier. C'était une douche froide pour la presse. C'est un chef d'État qui a remonté les bretelles à France 24 et ils se sont tués. Non, c'était la douche froide. Ça, c'est le deuxième exemple, le plus patent. Et moi, ça m'a énervé. Je suis sorti de mes gants, j'ai fait un plateau sur ça déjà, on était à Kinshasa. C'est TV5. Voilà que l'avocat de Mokoko passe à la télévision, à TV5 reçu. Il tire à boulet rouge sur le pouvoir de Brazzaville. Mokoko est mal logé, il dort par terre, ses conditions d'incarcération ne sont pas crédibles. C'est grave ce que comment on traite Mokoko à la maison d'arrêt. Quand tu as entendu ça, la presse congolaise a repris ça. Je suis parti à la maison d'arrêt. Mokoko vit dans une cellule où il a aménagé un bureau avec télévision, un salon, un petit salon, un fauteuil et un lit bien. Il suit le journal, il a la télévision dans sa cellule. J'ai été en prison de la cellule 54. Il n'y a pas de télévision. On me battait, je gisais dans le sang. Avec aujourd'hui une mâchoire cassée. Là, cassée. Moi, pendant l'Issouba, dans le sang. C'était pas une natte. C'était même pas un matelas. Quelle était la réaction des ONG? Aucune ONG n'a marché pour ça. Et on parle ça de Mokoko. Qu'est-ce qui se passe? L'avocat du pouvoir congolais passe sur TV5 pour dire, je viens pour que vous m'accordez un droit de réponse.
c'est notre consoeur qui est congolais, Chimbakala, qui présente ce journal ce jour-là. Elle refuse le droit de réponse de l'avocat du Congo. Or, notre métier dit, si vous vous sentez égratigné, vous avez le droit dans le même média, dans le même temps, d'apporter votre droit de réponse. Mais on ne peut pas enseigner ça à TV5, une chaîne de télévision très nantie, d'une grande audience, mais bégayer avec la profession comme ça. Mais on a aussi vu, cher doyen, on a aussi vu l'avocat du pouvoir de Brazzaville refuser l'interview toujours avec la même journaliste. Oui, mais parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont pensé que ce n'est pas la peine de se confier à TV5. Si vous, je vous ai dit quoi? Vous voulez être professionnel, on va vous respecter. De quel droit TV5 qui est huppé de grands journalistes, on peut pas leur enseigner le métier, c'est même pas nous à Brazzaville, refuser un droit de réponse qui est inscrit dans le droit de l'information. Et pour respecter le droit à l'information. C'est deux droits différents. Le droit de l'information, le droit à l'information. Et Chimbakala, qui n'est pas patron de la chaîne, a eu des instructions de ne pas accorder cela. Et si je suis avocat, voulez-vous m'interroger pour vous donner quoi? Le média, il s'est déjugé. Mais ça ne va pas passer, ils vont censurer. C'était en direct. Le média s'est déjugé. Le média a manqué de crédibilité. Et le média a rampé par terre. C'est la honte de la presse occidentale. Voyez-vous, quand vous avez ces exemples, vous dites, mais finalement, nous allons essayer le métier à qui? Est-ce que des grands journalistes de ce niveau-là peuvent tricher comme ça, une triche à la haute voltige avec la profession? Du coup, en revue, on dit, vous voulez votre liberté, mais faites le boulot avec professionnalisme. Parce que les autorités qui sont là ne sont pas des monstres. C'est pas des monstres. C'est des gens qui ont un raison. Ils disent, ah non, cet article est bel et bien écrit, il y a bel et bien la profession. Et même ton directeur peut dire, comment voulez-vous que Mabondele puisse te défendre si ce que tu dis sur le plateau ne relève pas des ABC de la profession? Voilà. C'est ton imagination fertile que tu débites sur un plateau et tu demandes, le DG me dit, il va défendre quoi, l'indéfendable? Il faut bien que le directeur général de la télévision dise, ce que M. Aziz dit là, c'est professionnel, je peux réécouter ça, je peux rediffuser ça, parce que c'est beau. Mais si je raconte des énéries sur ce plateau, comment voulez-vous qu'il puisse laisser passer ça? C'est lui le patron de la chaîne, il dit, là, il n'y a pas profession. Il veut des professionnels. Parce que lui, il est directeur d'une télévision, il a été nommé pour faire la profession. Alors, si vous ne savez pas faire la profession, comment voulez-vous qu'il vous défende? Vous voulez être défendu, que le DG ait discuté pour vous, mais faites œuvre professionnelle. C'est pareil pour les ONG, oui. C'est pas la peine. Il y a une enquête, faites une contre-enquête. Quand vous dites, oui, on peut citer une source, oui, mais Mabika, il y a des sources que vous citez, d'accord, mais ça ne vous empêche pas d'aller faire une enquête pour voir si cette source a raison. Est-ce qu'on peut s'arrêter pour dire, oui, il y a 333 disparus du biche, je m'assois. Ça se passe à Kinshasa. Donc j'ai écouté, je peux citer, mais je m'en vais faire mon enquête. C'est ce que je repose à la presse congolaise. Pourquoi elle ne fait pas son enquête à elle? Et c'est parce que France 24 a dit, comme tu dis, on cite la source. Mais c'est la source n'est pas aussi professionnelle. Parce que tu ne t'accroches qu'à ce que l'autre a fait comme enquête. Va faire ton enquête pour découvrir la réalité. Donc les ONG du Congo auraient pu faire l'enquête pour découvrir si Christelle a volé, si Claudia a volé. Ou bien acheter l'immeuble à la tour de Trump. Maintenant, si cela s'avère que c'est faux, si ça s'avère que c'est faux, mais c'est une comédie. En ce moment-là, on imagine qu'on dit que c'est faux. Mais quelle est la face de ces ONG-là? Est-ce qu'on peut faire des ONG en attendant que les rapports des autres ONG? Il faut que vous avez accepté des droits de l'homme. Battez-vous, allez-y enquêter. Traversez le monde, allez-y chercher. Si vous dites que vous n'avez pas de moyens, ne le faites pas. Il n'y a pas d'à peu près. Parce qu'il s'agit de la vie des gens. Ou tu sais, ou tu ne sais pas. Ou tu as des moyens, ou tu n'as pas de moyens. C'est tout. D'après vous, c'est le manque de professionnalisme ou bien le manque de volonté? Non, souvent, ils peuvent être professionnels, mais ils sont instrumentalisés par le pouvoir d'argent. La main qui donne, c'est celle qui ordonne. C'est tout. Mais madame, excusez-moi de vous dire cette chose-là qui va vous étonner. Quand vous avez entendu une affaire dite les biens mal acquis, il dit les chefs d'État africains ont acheté des maisons en France. J'ai fait une conférence à Paris sur ça. Dites-moi, devant les collègues journalistes français, ils étaient KO. Pourquoi? Est-ce qu'on achète une maison en France comme on achète une maison au Congo? Mabika, tu as ton terrain, oui, il coûte combien? 50 millions. Prends 50 millions, donne-moi le terrain. Non. En France, pour acheter une maison, il faut les agents immobiliers, il faut les avocats, il faut les notaires. L'argent part d'une banque à une autre banque. Si le bien mal acheté, c'est que la banque est complice, l'agent immobilier est complice, l'avocat est complice, le notaire français est complice. Comment voulez-vous que les notaires français puissent me délivrer moi des papiers? Je m'appelle Denis Sassou Nguesso, j'achète une maison, le notaire français me donne le papier, l'avocat me donne le papier, les agents immobiliers trouvent la maison, les banques virent l'argent, on dit monsieur Denis Sassou Nguesso, voilà ton bien là. En quoi il est faux? Monsieur Aziz, vous donnez pas des Monsieur Aziz, vous êtes agent immobilier. Monsieur Mabika arrive avec son argent. Est-ce que l'argent a la couleur? Est-ce que quand on vous donne l'argent, vous avez l'image? La justification. Voilà. Simple. Je vous donne la réponse. La réponse est simple. Oui. Les banques, quand vous allez en France, pour déposer
10 000 euros, on vous demande d'où vient l'argent. Vous m'entendez? Oui. Donc si moi, je m'appelle Sassou, que je vais acheter une maison, posez-moi la question, oh, monsieur Sassou, vous êtes candidat au Crédit Lyonnais, là, vous êtes client. D'où vient cet argent, vous achetez tel bâtiment? La législation financière en France est stricte. Mabika, quand tu déposes 10 000 euros dans ton compte, la banque refuse. Dis-nous d'où vient cet argent. En ce moment-là, les banques auraient pu dire, vous achetez des immeubles, l'argent vient d'où? Ils auraient pu bloquer pour dire, c'est de l'argent sale. Mais dès lors que les banques avalisent l'achat par l'action du notaire, par l'action de l'agent immobilier, par l'action de l'avocat, et moi à la maison m'amène un document en tant que mon bien est bien acheté, en quoi il est bien mal acquis? Voilà pourquoi. Et ensuite, chaque année, je paie les impôts à la France. La France se met à prendre les impôts sur un bien mal acquis. Donc la France est un pays receleur. Si j'ai volé, je cache chez toi, tu prends l'argent, c'est que tu es poursuivi pour receleur. Moi, si je suis poursuivi pour bien mal acquis, toi, tu es poursuivi pour receleur. Parce que tu prends l'argent sur un bien mal acquis. Exactement. Quel est le chef d'État africain qui ne paie pas les impôts sur ces immeubles en Europe, en France? Mais pourquoi la France peut-elle prendre l'argent sur un bien mal acquis? Et pourquoi les banques françaises peuvent valider l'achat? Pourquoi le notaire peut-il dire les papiers sont légaux? Comment? Ça ne s'achète pas comme à Talangaï, comme à Bakongo. Ça s'achète par la voie du notaire, par la voie des agents immobiliers, par la voie des banques. Du coup, l'affaire des biens mal acquis, c'est du pipeau. Parce que si nous poussons cette affaire-là, la France est poursuivie pour recel, les banques françaises pour copinage, pour blanchiment d'argent. Voilà les banques françaises. Et les notaires également pour corruption, parce que les notaires acceptent de prendre de l'argent sur des biens sur de l'argent qui n'a pas été justifié, dont l'objet n'a pas été justifié. Voilà le dossier des biens acquis. Et on a dû une conférence à Paris sur ça. Ça fait grincer les dents dans la salle. J'ai dit oui, je suis venu vous dire ça. Que c'est un faux débat parce que nous, les chefs d'État africains, j'ai vérifié, j'étais avec Obiang Nguema, j'étais en Guinée, et au Congo, je connais le dossier. Ces hommes-là payent les impôts à l'État français. Exactement. On peut prendre les impôts sur un bien mal acquis. Et les ONG prennent ça en boucle, la paix en boucle. Alors nous sommes dans quel pays là? Parce que les autres ne sont pas intellectuels, les Africains ne sont pas nuls, mon frère. Je voulais ajouter quelque chose, la Queen, pour justifier un peu ce que vous avez qualifié d'ingérence des ONG occidentales. Voyez-vous, lorsqu'on est une ONG, on fait la promotion des valeurs universelles. Voyez-vous, quand on parle de l'homme, l'homme est universel, l'homme n'a pas de couleur. Donc on fait la promotion des valeurs universelles, les droits de l'homme. Donc ce n'est pas interdit à une ONG occidentale d'enquêter sur une affaire qui concerne l'Afrique ou le Congo. C'est permis, voyez-vous, c'est permis. Et je justifie cela aussi par le fait que, par une certaine faiblesse de nos sociétés civiles, de nos ONG, vis-à-vis, puisqu'il y a un vide, alors à ce moment-là, les ONG occidentales qui ont pour mission de faire la promotion des valeurs universelles se permettent aussi d'enquêter sur les affaires qui concernent l'Afrique ou les pays africains. Oui, mais Mabika, une question m'a été posée en Guinée, on dit, M. Azi, est-ce qu'il n'y a pas de la responsabilité des hommes d'État africains? Je dis oui, une grande responsabilité. Je prends un exemple simple. Mais quand nous avons une campagne électorale chez nous, par exemple un grand programme, pourquoi diable les chefs d'État africains ou les candidats à l'élection présidentielle vont chercher les médias occidentaux? Tu entends bien, on appelle Jeune Afrique, on lui donne 5 pages égale 600 millions. On appelle France 24, on lui donne tant de milliards pour couvrir une élection. Mais qui vous dit que la presse congolaise, Vox TV, DIRTV, Télé Congo et les autres sont en Pointe-Noire ne sont pas capables de faire passer le message dans le pays. Le vote a lieu au Congo par les Congolais. Donc on peut faire passer tout un programme aux Congolais par les médias congolais. Et même les journaux congolais. Pourquoi on ne donnerait pas 1 million à chaque média ici pour dire je vais diffuser mon programme? Mais tu vois bien, on appelle la presse occidentale, on leur donne des pages, on donne de l'argent et ils vont faire une édition spéciale sur ce pays et le lendemain ils reviennent tirer sur le pays. Donc c'est nos chefs d'État qui pensent que pour leur lisibilité, ils sont obligés d'aller chercher la presse occidentale qui ne les aime toujours pas. Ils prennent l'argent aujourd'hui, demain ils retapent sur eux. Et c'est malheureusement ça, ils ne font pas confiance à leur propre presse. Ils disent qu'elle n'est pas professionnelle. Mais oui, mais la belle femme, donc c'est qu'elle a. C'est dans votre maison, mais supportez les incompétences de votre épouse, les qualités indécentes de vos enfants, mais faites avec. Voilà, il faut les aider pour qu'ils puissent se professionnaliser. Il faut donner l'aide à cette presse pour qu'elle atteigne un certain niveau d'audience. Alors, Monsieur Aziz Dominique de Marseille, nous sommes presque à la fin de notre émission. Avant bien que nous refermions notre rubrique Les lendemains du Congo, un dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est j'ai aimé votre thème. Je vous ai toujours dit que
on n'arrête pas de débattre. Si une société arrête de débattre, elle cesse d'être une société d'évolution. Je serai toujours là, que ce soit à Maté Bonheur, que ce soit à Bonjour le Congo, que ce soit à Studio 210, que ce soit au Pas du Jour. Dès qu'on m'appelle, je viens parce que c'est toujours bien d'échanger comme ça. Notre rôle, c'est d'aiguiller les consciences. L'Afrique ne peut pas s'élever si les Africains eux-mêmes ne prennent pas conscience de ce qu'ils ont des manquements et que ces manquements doivent être corrigés par les Africains eux-mêmes. Ce n'est pas l'Occident de venir faire notre lit et ce message est important, c'est pour l'éveil de la conscience africaine. Et moi, je suis fier de ça.